Bonsoir tout le monde. Ce soir, il sera question, bien sûr, des élections d'hier, de ce que ça veut dire pour le Québec, le Canada et pour chacun d'entre nous. Nous allons analyser ça avec Gilles Proulx, Frédéric Bérard et Myriam Segal. Mais avant toute chose, nous allons aussi recevoir Nathalie Normando qui a écrit un livre qui s'appelle « Debout devant l'injustice ». Elle aurait pu intituler ça « Je suis bouc émissaire ». Et peut-être un juste titre aussi, parce que quand on lit... Et on se rappelle, parce qu'on a suivi cette actualité-là en même temps qu'elle l'a vécue, on se rappelle qu'il y avait comme des traquenards et il y avait comme des comportements bizarres, particulièrement de Robert Lafrenière, le grand patron de l'UPAC. Donc, elle en a long sur le cœur. Elle va nous raconter son arrestation. Elle le raconte dans le livre. C'est très émouvant. Une première ministre, une vice-première ministre qui se fait arrêter, qui se retrouve devant la police puis qui doit faire des déclarations. C'était pas facile. Et presque 5 ans, donc, de saga judiciaire. Elle sera avec nous ce soir. Mais avant toute chose, que penser de l'élection d'hier? On en parle avec Gilles Proulx, Myriam Segal et Frédéric Bérard. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Commençons par, j'allais dire le vieux sage, Gilles Proulx. Vieux peut-être, sage pas. Gilles, oui. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette élection-là, qui est un copier-coller du point de vue du résultat de ce qui existait autrefois? Qu'est-ce qui ressort de cela? Oui. Eh bien, la superficialité de la texture politique de ceux qui doivent aller voter, que nous sommes un peuple de nonos, les Québécois, et que les Canadiennes sont aussi nonos, et que nous avons tous été des perdants. Comment ça, on a tous été des perdants? Legault est un perdant malgré ses 3 interventions. On a bien vu qu'il s'est fait avoir par les bonbons et les suçons de M. Trudeau. C'est aussi simple que ça. Autour, lui, il a eu universellement plus de votes, mais il dirige un parti de crackpot, c'est-à-dire d'extrême, où il ne peut pas rassembler tout le monde ensemble. L'extrême droite, la droite modérée, c'est bien difficile de faire l'unité. Le Parti libéral, c'est très facile. On n'a pas d'idée politique. On a le goût du pouvoir, on fait de la politique par affaire et par pension à venir. Le Bloc, il ne représente plus du nouveau. On aime le neuf. C'est pour ça que le neuf, ça poigne. Ça a poigné la dernière fois, c'était du nouveau. Moi, ce que je ne m'explique pas dans le cas du Bloc, comment se fait qu'on n'a pas réussi chez le Bloc à renverser en Gaspésie Mme Le Boutillier, qui a été au centre d'un début de scandale, à savoir, donne-moi de l'argent de petit avocat, on va mettre ça dans une caisse du Parti libéral et tu pourras peut-être monter sur un banc de juge. Rien que ça aurait dû suffire à l'éliminer de la joute. Elle a été réélue. C'est incroyable. Quant au chef du NPD, lui, il a fait peur au monde parce qu'il va s'attaquer aux banques, aux grands capitalistes. Il y en a qui ont pris peur. Il te reste que Bernier. Bien, lui, Bernier, il est comme des pilules. Il y a des remèdes qui sont pas séduits et c'est à veille d'arriver dans son cas. Alors, c'est une analyse extrêmement globale. En quelques secondes, on vient de faire le programme que j'avais de l'émission. Alors, allons-y avec Myriam, là. Point par point, là. Comment tu vois ça, là? Peut-être pas aussi détaillé que Gilles. Allons-y d'abord sur la globalité, puis on ira partie par partie subséquemment. Moi, au total, je suis assez satisfaite et je trouve pas que les gens ont été nonos. Ils ont remis les politiciens le nez dans leur caca en disant à Justin Trudeau, tu veux un gouvernement majoritaire, il n'y en est pas question, on te remet à la même place qu'avant. Ils ont dit à O'Toole, on ne fait pas encore assez confiance pour te donner un gouvernement minoritaire, mais tu as fait un bel effort. Il y a clairement également, dans cette élection-là, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le clivage entre l'urbain et le rural. En fait, quand l'urbain, les métropoles plus que l'urbain lui-même. Ça m'inquiète un peu. Mais ceci dit, moi, somme toute, je suis assez satisfaite. Ça a donné l'occasion aussi de mettre même un peu François Legault le nez dans son caca en lui disant, mais fais ce pourquoi on t'a nommé, puis laisse-moi décider pour le reste. Alors, il y avait plein de gens aujourd'hui qui disaient on raboutit à la case départ, c'est à peu près le même portrait, le même nombre de députés pour chacun des partis, sauf que la différence, là, on a reproché, tous les partis d'opposition ont reproché à Justin Trudeau d'avoir déclenché les élections. Ça veut à peu près dire que si lui, il veut rester là pendant 4 ans, il ne se fera pas défaire par l'opposition. J'imagine mal le NPD ou le Bloc ou n'importe qui défrait avec une coalition, qui défrait un gouvernement libéral. Il se ferait dire, ouais, mais t'as dit pendant toute une campagne électorale que ça n'avait pas de bon sens de déclencher les élections. Comment tu vois ça, Frédéric, toi? La mémoire d'un électorat, c'est 6 mois quand ça va bien. Hein? Donc, on va se donner une chance. Il y a 1 million de choses qui peuvent se passer
dans l'intervalle. Le NPD va peut-être prendre du galon. Les conservateurs, moi, je pense que Justin Trudeau a eu peur à une certaine période pendant la campagne quand il a réalisé que, c'était pas si clair que ça que les gens allaient lui donner un chèque de PCU en blanc et que, il va avoir à travailler puis il va avoir à sortir certaines idées. Donc, je pense qu'il va se méfier la prochaine fois qu'il aura à déclencher des élections parce que, très clairement, c'était son principal adversaire ici. Maintenant, restera à voir qu'est-ce qu'il y en a avec O'Toole, les conservateurs, d'ici 1 an, 1 an et demi, 2 ans. S'ils sont à 10-15 dans les sondages, si le Bloc décolle aussi encore un peu davantage, il pourrait être tenté de vouloir renverser le gouvernement Trudeau. Mais je pense ça pour dire que Trudeau lui-même va y réfléchir 2 fois la prochaine fois avant de tenter un coup semblable. Mais crois-tu, Gilles, quand il dit que c'est une gang de crackpots, parce que je trouvais que c'était un peu globalisé, comme je disais tantôt. Non, mais quand même, c'est vrai qu'il a son aile droite. Ça vient... le Parti conservateur a été sauvé par une gang d'Alberta, puis il y a beaucoup de gens qui sont assez libertariens, puis d'ailleurs, ça leur a coûté des votes dans l'Ouest. Des gens qui ont voté pour Maxime Bernier. Gilles est très fort sur l'épithète, là, puis tu sais, quand il traite les Québécois de nono, de mou, de ci, de ça, quand c'est Gilles qui dit c'est de l'amour envers les Québécois, si moi je dis ça, c'est du Québec bashing, puis le Québec va prendre en feu. Bon, en tout cas, tant mieux pour lui. J'imagine que c'est un privilège qui s'est doté avec le temps. Ça vient avec les années. Mais de mon côté, ce que je veux dire, oui, chez les conservateurs, il y a des gens qui sont modérés un peu à la Mulroney, mais il y en a qui sont très dangereux. Ce parti-là, il y a de ça quelques mois à peine, dans un congrès organisé, a voté à plus de 50 pour refuser l'existence même du réchauffement climatique. Hey, c'est pas de croire au Père Noël, là. C'est de la science. Donc, ces gens-là disent non, ça n'existe pas. Après ça, toutes les espèces de raccourcis à bric-à-brac sur la question d'avortement. On va parler de la personnalité juridique du fœtus, mais on ne parlera pas d'avortement comme tel. Ça ne donne rien de parler de la personnalité juridique du fœtus si tu ne parles pas d'avortement. Bref, toujours des espèces de petits racouinages. Ils ne sont pas si loin des États-Unis à plusieurs niveaux par rapport aux républicains. Donc, oui, je pense que techniquement, c'est un parti qui a une certaine base un peu dangereuse. Il y a des gens modérés, respectables. Et O'Toole, ironiquement, peut-être, a fait une super job, je dirais, pendant cette campagne-là, de modérer ces gens-là et de passer pour celui qui, somme toute, est relativement modéré, qui est un conservateur progressiste, à quelque part, là, comme il s'auto-qualifiait à l'époque. Mais tantôt, Myriam disait il y a comme une urbanisation. Il y a un clivage entre l'urbanité et le côté rural. Tu sais, ce qui arrive aux États-Unis, et le pays se divise en deux, puis ça arrive dans plein de pays maintenant, ça se divise entre ceux qui vivent en ville et les autres qui ne vivent pas en ville. Gilles, comment tu vois ça, le Parti libéral qui reprend le pouvoir après presque 2 ans de gouvernement minoritaire? Est-ce qu'il sera en mesure de relancer l'économie après la pandémie? Parce que M. Trudeau a dit, après le scrutin, là on a un chèque en blanc, ça fait peur. Quand il dit ça, il dit on a un mandat clair pour relancer l'économie après la pandémie. Est-ce que ça veut dire qu'on s'embarque dans des dépenses? Je me demande sérieusement, la facture va arriver et elle est astronomique. Elle est sans égale depuis le début de la politique de ces 20 dernières années. La facture va être à payer et je vais être intéressé à voir si au sein du parti, il n'y aura pas un gars ou une fille qui va s'affirmer économiquement parlant pour être, que ce soit un ministre des Finances ou pas, à caractère économique, pour qu'on le voit dans les officines derrière Trudeau comme « Hey, ça pourrait être notre prochain chef du parti. Soyons pas étonnés si durant les 2 ou 3 années à venir, on ne réclame pas un congrès à la chefferie et assister au changement avant la veille des autres élections à 612 000 $ à l'eau. Ne l'oublions pas. Quand même, on n'est pas condamné à avoir des gouvernements minoritaires au Canada. On a vu dans les 7 derniers gouvernements, il y en a 5 des minoritaires. À cause beaucoup du Bloc, Myriam. Et le Bloc était comme essoufflé, là, mais je ne sais pas si ça a eu un effet, la fameuse question du débat, mais s'il est essoufflé, il est moins fort que ce que M. Blanchet anticipait. Il a parlé de 40 députés, mais il est quand même là. Absolument. Puis il n'y a pas rien que le Bloc. Il y a le parti de Maxime Bernier qui a poussé un peu dans l'Ouest. En fait, il y a longtemps que les politiciens nous promettent un programme, un système de vote un système électoral proportionnel. Ils ne le livrent pas. Et comme ils ne le livrent pas, on leur donne des gouvernements minoritaires. Apprenez à vivre ensemble parce que nous, il n'y en a pas un qui on a confiance à 100 Mais c'était proportionnel, il y aura encore... Mais il y a les 2 tiers des citoyens qui ont voté contre lui. Ouais, c'est alors, il va être
Je pense que les politiciens doivent se résigner à l'idée qu'ils vont avoir des gouvernements minoritaires et qu'ils vont devoir jaser ensemble pour assumer le pouvoir. OK. Alors, Gilles a parlé, et toi aussi, tu parles de Maxime Bernier. Frédéric, Maxime Bernier est allé chercher des voix dans l'Ouest canadien, puis ça a peut-être ébranlé un peu les conservateurs. C'est moins facile pour eux autres. Parce que lui, ça gagne, là. Il a parlé de révolution dans la rue. Il a parlé d'un changement de politique extraordinaire qui est arrivé avec son Parti populaire. Et dans le fond, il a pris la recette de Trump, là, puis il a essayé d'amalgamer un certain nombre de concepts puis de les appliquer au Canada. Et il a quand même doublé son vote, là, son suffrage. Je trouve ça d'une inquiétude absolument patente. Comme tu viens de dire, hein, il a copié la recette de Donald Trump. Tu sais, si au moins il essayait d'être original dans sa bêtise, il a juste pris le livre de recettes et dit « Moi aussi, je suis capable ». C'est un gars qui est dangereux à la base, qui alimente le complotisme. Et en plus, là, il nous cite du Martin Luther King. Là, je veux dire, ça va faire, là. Arrêtez-moi ça, là. Arrêtez les niaiseries, là. OK, t'es pas Martin Luther King, t'es même pas proche, t'as rien compris de ce qu'est Martin Luther King. Et pire que ça, je trouve ça d'une méchanceté absolue pour ceux qui ont vécu le régime de ségrégation raciale aux États-Unis, le régime de discrimination qui existe encore d'ailleurs en bonne partie. Donc, tout ça pour dire que ce gars-là, c'est un coucou. Et avec les médias sociaux, aujourd'hui, n'importe quel imbécile peut se faire un nom en disant des bêtises. De toute évidence, on le voit, il ramasse 5 Bon, est-ce que 5 ça fait une différence au final? Peut-être pas, mais comme le disait Myriam, c'est aller gruger du vote chez les conservateurs. Et de ce que je comprends, et c'est juste une hypothèse, je ne suis pas certain qu'il est allé chercher uniquement chez les conservateurs. Il est allé chercher chez des gens qui ont peut-être jamais voté avant, qui sont des anti-vax. Il se dit, ben tiens, lui représente ma voix. Et arrêtons de penser que tout ça, c'est digne de l'Alberta uniquement. On en a un au Québec qui s'appelle Éric Duhem, qui fait qui applique exactement la même recette de Bernier et de Trump, qui va nous la jouer. Là. Il nous reste un an avant l'élection. Regardez ça aller. Là, on va en avoir plein la gueule. Et Legault, là-dedans, lui, est-ce qu'il a perdu, Myriam? J'espère qu'il a compris, même s'il fait semblant de ne pas avoir compris. Là. Il dit « Ah, ça a voté bleu, donc j'ai gagné. » là. Mais j'espère qu'il a compris que ce que l'électeur lui a dit, c'est « Mêle-toi de tes affaires. Fais ce que tu as à faire, là. » Puis laisse-moi mon libre arbitre pour les autres paliers de gouvernement. J'espère qu'il l'a compris malgré ses dénégations. Je suis pas tout à fait sûre, mais il y a au moins une petite leçon d'humilité qui va lui avoir été donnée et ça vaut peut-être la peine d'endurer Trudeau pendant encore 2 ans pour donner cette leçon d'humilité à Legault avant qu'il arrive en élection. OK. Je ne sais pas si ça va être juste 2 ans, par exemple, ce coup-là. Moi, j'ai tendance à penser que ça va être un peu plus long. Parce que les autres, tout le monde a perdu. Gilles l'a dit d'une façon spectaculaire en rentrant, mais comme tout le monde a perdu, il n'y a pas grand monde qui va être pressé de retourner en élection. Si vous voulez, on va aller à la pause. Et au retour, on va parler de vaccination, parce qu'il y a encore des manifestations. Et il y en a eu une encore devant une école à Montréal. Et là, on se demande, est-ce qu'il ne faudrait pas purement et simplement interdire tout ça dans 3 minutes après la pause? Gilles Proulx, Frédéric Bérard et Myriam Segal. J'évoquais tantôt cette manifestation encore à Montréal devant une école. Gilles, qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Il y a presque unanimité au Québec des commentateurs, des politiciens, des gens qui disent que ça n'a pas d'allure d'aller manifester, faire du bruit, des porte-voix, puis déranger les jeunes en pleine classe. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va jaser. On va peut-être réunir l'Assemblée, préparer un projet de loi, puis l'opposition va mettre son grain de sel, puis on va retarder ça, puis on va traîner ça, puis pendant ce temps-là, les nonos et les fanatiques, les bornés vont continuer à faire leur propagande à la porte d'un hôpital qui est un lieu sacré quant à moi, à la porte d'une école où on va aller manipuler des petits cerveaux. Alors non, non, non et non. On a une police, on a des lois. Vous dérangez 2 segments de la population où c'est inadmissible. Alors, de grâce, la matraque, sortez-moi ça. Moi, j'ai assez hâte qu'il y ait un mouvement anti-nono, anti-contestataire. On peut-tu en avoir un mouvement qui va dire on en a ras-le-bol, on paye des taxes, des milliards, on n'a pas les services pour lesquels on devrait avoir droit à l'hôpital parce que vous êtes là, moi, bande de voyous, de cerveaux fêlés. Et encore plus chez nos enfants de 11-12 ans, vous allez essayer de les endoctriner. C'est non avec un grand N. Gilles, quand même, aujourd'hui, tu parles d'organisation des gens qui devraient dénoncer ceux qui contestent. Je ne sais pas si on a des images, mais il y avait une contre-manifestation. Regardez un petit peu comment ça s'est passé, là.
Recule! Recule! Toi, t'es dans ma bulle. Pas de contact physique, s'il vous plaît. Recule! Oui, je t'ai averti 3 fois légalement, j'ai le droit. Alors, ce qui est arrivé, c'est que sur Facebook, ça s'est dit qu'il allait y avoir une manifestation anti-vaccin. Et là, il y a des gens qui sont pro-vaccin, qui ont des enfants là-bas, qui ont dit « Hey, ça n'a pas d'allure », qui se sont réunis, puis on dit « On va y aller contre-manifester avec eux ». Puis ils savaient qu'il y a toujours ce même porte-parole qui a 35 000 d'amende, là, déjà enregistré, et qui allait avoir son porte-voix. Donc, ils ont apporté leur porte-voix et ça a donné lieu à ce genre d'engueulade-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je repose la même question, Myriam. Ils ont le droit, mais on pourrait toujours aller les arrêter. Est-ce qu'il faut attendre que y ait manifestant contre manifestant des claques à la gueule puis que ça dégénère? C'est le danger de rien faire, c'est que ça arrive, effectivement. Mais moi, je pense que devant les écoles, ça n'a pas lieu. Il faut vraiment, vraiment, vraiment les chasser de cet endroit-là. Mais je ne comprends pas comment on associe les hôpitaux à ça. Parce qu'il y a des lois qui empêchent le bruit autour des hôpitaux. Appliquons-les tout simplement. Pour le droit de manifester, par contre, moi, je veux avoir le droit de manifester devant un hôpital quand ça va faire 1 an et demi que j'attends mon opération. Donc, à un moment donné, il ne faut pas que partout où une manifestation dérange, on l'interdise. Là où il faut l'interdire, c'est quand elle peut avoir des effets nocifs sur ce qui nous est le plus précieux, c'est-à-dire nos enfants. Alors, parlons aux spécialistes. Il n'aime pas ça quand je l'appelle constitutionnaliste, puis c'est sa job. Le constitutionnaliste, là, justement, comment on fait pour pondérer ça, de donner le droit de manifester, mais pas tout le temps? Et qu'est-ce qu'on fait, là? C'est ça, là, tout ça, c'est délicat. Là. On parle d'une opération chirurgicale. Là. Ça serait le fun qu'on n'arrache pas tout ça d'un bloc, là, parce que ça pourrait mal finir pour le patient. Quand Gilles disait interdire les nonos, moi je suis d'accord avec lui, mais il faut faire attention parce qu'on est toujours le nono de quelqu'un. Hein? Fait qu'il y a des gens qui pourraient nous entendre aujourd'hui, là, puis ils pensent qu'on est visé là-dedans. Pour le reste, et là, je suis pas en désaccord. Je ne suis pas en accord avec Gilles. Il n'existe pas de loi, de normes actuellement qui empêchent ce genre de manifestation au moment où on se parle. Par contre, on pourrait s'inspirer de la loi sur la santé qui prévoit, par exemple, que vous n'avez pas le droit de manifester dans un rayon de 50 mètres des cliniques d'avortement. Pourquoi? Pour ne pas intimider, justement, Mme X qui s'en va se faire avorter, contrairement à ce qu'on voit aux États-Unis, l'espèce de truc de sauvage qui se passe actuellement. Donc, si et ça, c'est pas compliqué. On a juste à amender la loi puis dire, puis par ailleurs, là, le 50 mètres de périphérie s'applique aussi aux écoles primaires, secondaires, par exemple, et aux hôpitaux. Merci, bonsoir, c'est réglé. Et à partir de là, la police a non seulement le pouvoir, mais l'obligation d'assurer une loi semblable. Bon, mais laissez ça aux mains de la police, Gilles. Je sais que Gilles a toujours des doutes là, quant à l'efficacité de la police. L'autre bord de la rue. Je tolérerais qu'il y ait un droit de manifester, mais vous allez vous mettre l'autre bord de la rue. Puis il faut qu'il y ait un rang de police aussi pour démontrer qu'à force de cette présence policière, on va finir par dissuader ces espèces de divagants. Oh, mais attention, là, pour ce genre de manifestation comme aujourd'hui, il n'était pas 2000 versus 1000. Je pense qu'il était 20 contre 10. Là. On va-tu appeler l'escouade anti-émeute à chaque fois? Tu allais dire, Myriam? Oui. C'est d'ailleurs le problème. Ce que Gilles appelle les nonos, moi, je les appelle des tatas. Là. En réalité, il y a 10 de tatas dans n'importe quel groupe. Sauf que le 10 de tatas génère 90 du bruit. Oui, puis le bruit est fort au Québec. Et quand le premier ministre nous a demandé en conférence de presse d'essayer, il a mis au défi les Québécois d'essayer de convaincre chacun d'entre nous, de convaincre un de nos proches d'aller se faire vacciner. Comment veux-tu convaincre quelqu'un de craquer comme ça? Il n'y a rien à faire avec ça. Là. Mais actuellement, il est juste trop tard. Et moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Ça prend une loi à ce niveau-là. Et je pense que cette loi-là violerait la liberté d'expression, qui comprend le droit de manifester. Mais c'est pas parce qu'une loi viole la liberté d'expression qu'elle n'est pas justifiée dans le cadre d'une société libre et démocratique. Là, actuellement, on est en pleine pandémie. On n'en finit plus. On a toute la misère du monde à se sortir de cette 4e vague. Et on a, comme le disait Myriam, 10 de bozos qui non seulement retardent le groupe, mais intimident des enfants, intimident notre personnel soignant, ont même fait annuler, pensons-y, une journée de vaccination au stade olympique cet été, tout ça au nom du libre choix. Tu sais, déjà là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu n'es pas au libre choix puis tu vas empêcher des gens d'aller se faire vacciner. Il me semble qu'il y a une connexion qui a débarqué. Donc, tout ça pour dire que là, franchement, il va falloir que le gouvernement Legault, je vais reprendre une expression chère à Gilles, mette ses culottes. Puis s'il ne veut pas y aller par une loi, qu'il y aille par décret, il aime ça gouverner par décret, de toute façon, bien, rendu là, qu'il se garde, ou encore par règlement. Mais là, qu'on se dépêche, parce que si ça continue, j'ai l'impression que ça va effectivement mal virer. Même si c'est du 10 contre 10,
peut-être que la prochaine fois, ça va être un peu plus grave que ça. Alors, j'ai des collaborateurs qui ont le sens du synonyme tata, nono et bozo. Épais. Alors, bon, on s'entend là-dessus, On va en rajouter martien. mais il y a quand même, ils ont le droit, c'est une démocratie, ils ont le droit de vote, ils ont le droit de Ils ont le droit d'être s'exprimer. nono. C'est la pleine lune, ça peut être des lunatiques, c'est ainsi. Il faut que le gouvernement compose avec ça. Gilles, jusqu'à maintenant, là, il Oui. va y avoir une conférence de presse du premier ministre Legault cette semaine là-dessus avec Christian Dubé. Comment évaluer la performance du gouvernement? Ils sont bons ou ils sont pas bons? Là? Parce qu'ils ont à faire face à une panoplie de points de vue différents. Là. Comment ils gèrent ça? Ils sont bons ou pas bons? Bon, il y a une pluie d'opinion, évidemment, qui lui tombe sur les épaules, mais ce sont des petites pluies fines. C'est quand même pas une douche, une inondation. Somme toute, quand on regarde tout ça, la réussite, le pourcentage de gens vaccinés, où on va rentrer dans la phase des deuxièmes vaccins pour les traînards de la grande armée, on va finir par arriver à une échéance avant nombre d'autres provinces du Canada. Je pense qu'il peut sortir la tête haute, il n'y a pas de doute. Les deux, le docteur aussi. Hein. Ce matin, je pitonnais sur les données du New York Times, juste pour comprendre jusqu'à quel point, où est-ce qu'on est au Québec. Parce qu'on a l'impression qu'il y a tellement de gens qui ne veulent pas se faire vacciner. On est rendu à presque 85 de double dose. OK? C'est ça. Aux États-Unis, c'est 55 Tu vas en Alabama, c'est 35 Puis dans l'État où il y en a le plus, là, c'est au Massachusetts, parce que Moderna est là-dessus, là, c'est 74 On est 10 meilleurs que les meilleurs aux États-Unis. Voilà. Donc, on n'est pas si mal que ça, Myriam. Là. Non, notre problème, c'est le 10 de tata. Et ils génèrent tellement de bruit qu'on pense qu'ils sont nombreux, alors qu'en réalité, ils ne sont pas nombreux. Mais 5 de gens qui ne peuvent pas prendre le vaccin pour toutes sortes de raisons médicales ou autres, ajoute le 10 de tata, on est à notre 85 On est au maximum. Ah, moi, je suis plus optimiste que toi. Je pense que dans les 10 qui restent, 10 il y en a 4-5 c'est juste par négligence ou parce qu'ils ont peur de la piqûre ou qu'ils ont... S'il y avait une infirmière à côté, elle disait « OK, ouais, vas-y, ferme tes yeux. OK, c'est correct, je vais. » C'est pas tous des gens qui sont prêts à monter aux barricades, déchirer leur chemise. Là. Moi, j'ai 3 jeunes dans la vingtaine, là. Je peux te dire qu'ils sont dans les retardataires. En tout cas, j'en ai au moins 2 qui sont dans les retardataires. Mais on parle de la c'est piqûre? essentiellement de la négligence. Ah oui, c'est ça. Négligence ou peur. Alors, c'est pour ça, moi, je ne les mets pas dans les tatas, nono, zozo, là, je ne sais pas de ce que vous mettez, là, mais je ne les mets pas là-dedans. Je les mets dans les gens un petit peu plus négligents. C'est pas la même chose. Oui, mais tu sais, les jeunes se disent aussi, moi, j'en mourrai pas de la COVID. Pourquoi je prendrais le risque de prendre un vaccin qui va me rendre malade pendant un jour ou deux? C'est ça leur logique. Alors, ils oublient qu'ils travaillent en société, qu'ils vivent en société, puis c'est le travail des parents de leur rappeler. Frédéric, en 30 secondes, le mot de la fin. Ça ne sera pas le mien, ça va être celui d'Albert Camus. Oh! Qui Alors, disait- attention. Il disait « La bêtise insiste toujours. On s'en apercevrait si l'on ne pensait pas toujours qu'à soi. » Silence. Là-dessus, tata, les nonos. Redis-le, là, comme il faut. La bêtise insiste toujours. On s'en apercevrait si l'on ne pensait pas toujours qu'à soi. On se cultive en écoutant Denis Lévesque. Merci à vous trois d'avoir participé à cette réflexion-là. Au retour, Nathalie Normando, l'ancienne vice-première ministre qui règle ses comptes après sa saga judiciaire avec son livre « Debout devant l'injustice » dans 3 minutes.